Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti. Alors, au programme, on va faire le point un peu sur les grands éléments en ce moment alors, presque plus d'ailleurs avec Denis Ferrand, c'est la grande force de Denis Ferrand, de Rexecode, de microéconomie, de savoir ce qui se passe en ce moment dans les entreprises. Le sujet du pénurie est important. Et puis, j'aimerais bien avoir l'avis de Denis sur les retraites. Moi, alors j'ai lu, j'ai pas lu, hein, mais quand même, je me suis un peu documenté là sur le dernier rapport du corps. Je trouve que, mais on va en parler, Denis. Mais les prévisions sont tellement aléatoires, tellement. Bon, mais on va en parler. Donc, on démarre avec ça. Ensuite, tiens, des entrepreneurs. En fait, c'est la gendarmerie qui s'intéresse aux entreprises. Je me demande bien pourquoi. Donc, c'est Anthony Strecher, le fondateur de HA+ PME, que je connais depuis longtemps, très longtemps, qui a été voir les gendarmes. Donc, il va nous raconter ce qui se passe. Et puis, alors, des chiffres. Donc, en fait, c'est une boîte, j'adore ça, c'est SOS Accessoires. Vous comprenez tout à fait de quoi on parle. Les accessoires pour l'électroménager, avec tous les tutos qui vont bien pour réparer soi-même. Et alors, les chiffres donnent quand même un petit peu le vertige de la progression de cette entreprise, du désir finalement qu'on a de réparer soi-même à partir du moment où c'est possible. Donc voilà, on finira avec ça. C'est parti, c'est Bismart. Donc, Denis Ferrand, pour commencer, directeur général de Rexecode. Salut Denis, donc je t'ai demandé il y a 2 jours, là, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est quoi la une dans les entreprises? Et tu me dis les pénuries. Ouais. Toutes les pénuries. Toutes les pénuries. Toutes les ressources. Toutes les ressources. Exactement. Voilà. Alors, si, il y a une ressource qui ne fait pas défaut, c'est la ressource en capital. Ça, on le sait qu'il n'y a pas de sujet sur la ressource en capital, sur la trésor, ça on en a parlé. Et ça se confirme. Ça se confirme mois après mois, il n'y a vraiment aucun sujet de ce côté-là. On peut l'évacuer. Attends, on peut l'évacuer, c'est-à-dire, toi tu dis commence à le dire quand même, comme l'a dit le patron du Crédit Agricole. J'ai beaucoup aimé la sortie de Philippe Brassac. Non, il n'y aura pas de vague, la fameuse vague de défaillance d'entreprise. Oui, en tout cas, sur 2021, sur 2022, on ne la voit pas forcément monter. Bon, en tout cas, c'est ultérieurement que se poseront d'autres questions pour les entreprises. Parce qu'il y aura... Ce ne sera plus l'effet Covid, là. Ce ne sera plus l'effet Covid, ou plutôt ce sera l'ombre portée de l'effet Covid, à savoir que l'endettement sera très élevé. Et la question qui va se poser pour les entreprises, c'est est-ce que je fais un choix d'investissement? Est-ce que je fais un choix de désendettement? Et là, il va y avoir un enjeu pour la croissance parce qu'on sera sorti de cette phase exubérante que l'on peut imaginer pendant quelques mois. Ouais. Et il y aura à ce moment-là bien un petit retour. Est-ce que je me mets un arbitrage à faire parce que les conditions de financement ne seront peut-être plus tout à fait les mêmes. Bon alors, pénurie, toutes les ressources. Parce que en fait, celle à laquelle on ne pense pas, pas du tout d'ailleurs, c'est la ressource humaine en fait. Ouais. Oui, on a vu les difficultés d'approvisionnement. On va en parler après. Okay. Démarrons avec la ressource humaine. Attends, je note, moi je lis le Denis Ferrand dans le texte. La réallocation sectorielle de main-d'œuvre. Ouais. La question du chômage partiel bloque la réallocation sectorielle de main-d'œuvre. Oui, le chômage partiel, c'est un dispositif génial. Quand tu as affaire à un choc qui est circonscrit dans le temps. Tu vois, parce que tu te dis... ma structure, je ne vais pas changer la manière de produire, je ne vais pas changer la composition de mon économie parce que j'ai un choc qui est soudain, mais qui va se lever une fois qu'on aura levé les contraintes. Ouais. Très bien, ça c'était valable en mars, en avril de l'année dernière. Et puis ce choc il s'est prolongé. Ouais. Et résultat, tu as des personnes qui sont restées durablement au chômage partiel, qui n'ont absolument pas cherché un autre emploi. Quand tu es au chômage partiel, tu n'es pas forcément incité à bouger parce que tu te dis je vais revenir à un moment ou à un autre dans mon activité. Et donc tu n'as pas le phénomène de déplacement qui suit une économie. Une économie se transforme en permanence. T'as des secteurs mais là, elle était gelée, elle ne s'est pas transformée. Là, elle était gelée. Oui, mais non. Elle ne s'est pas transformée. Elle ne pouvait pas se transformer parce que le dispositif de chômage partiel t'incite aussi à rester dans la projection du retour à l'emploi, dans ton emploi qui était précédent. Donc pourquoi te former sur un autre emploi? Et tu penses que là, on a pris du retard et tu penses que là, on a un problème dans, comme tu dis, l'allocation de ressources? Oui, parce que la transformation de l'économie, elle s'est faite à une vitesse absolument dingue. Ouais. Enfin, on le sait, sur la numérisation, sur énormément de choses. Enfin, il y a 2 chiffres qui m'avaient marqué. Ça, je l'avais regardé sur les États-Unis, mais tu as à peu près la même chose en France. C'est la façon dont s'est transformée la structure de consommation des ménages américains. C'était absolument dingue. Alors évidemment, hôtellerie, restauration, ça s'est effondré. Mais surtout, regarde, les éléments qui ont monté, c'était 18% d'augmentation des achats de biens d'équipement, de loisirs par les ménages américains. Des équipements, vraiment du matériel. 18%, personne ne le projetait.
projetait une progression de 18% de ce type de demande avant le Covid. Et pour pouvoir répondre à cette demande, il faut bien que tu trouves à employer des personnes qui, d'un seul coup, se trouvent démunies d'emploi. Donc, est-ce que tu as mis en place des passerelles qui te permettent d'aller d'un secteur d'activité en déprise vers un secteur d'activité qui est en totale exubérance? Et alors, l'exubérance va-t-elle durer? Ça, c'est autre chose. A priori, ça va se calmer un petit peu. Mais la vitesse, c'est que... L'économie a rattrapé son retard, ouais. Mais les hommes et les femmes dans la formation, non. Mais si tu veux, c'est une récession. On a tout le temps parlé de la récession en W. Ouais. Mais pour moi, c'est la récession en 2V. C'est une récession qui se caractérise par sa vitesse et par sa violence. Et cette vitesse face à cette vitesse et cette violence, on a mis quelque chose qui est en revanche un stabilisateur, quelque chose qui fige la structure de l'emploi. On a bien compris. Et donc, tu vois, tu as vraiment alors que un l'économie de antagonisme. son côté, elle, finalement, elle n'est pas restée figée. Ouais. Qu'il y a eu des déformations très, très importantes. Et c'est vrai, on parle sans arrêt d'accélération de tendance. Oui, tout à fait. Donc ça bouge énormément. Et puis en face, tu as un dispositif où la ressource principale qui te permet de produire, la ressource en homme, en femme, eh bien cette ressource, on l'a figée, on l'a laissée dans son jus. Et comme en plus, alors, et c'est ce qu'on voit aussi aux États-Unis, c'est-à-dire, comme en plus cette ressource, elle est plus rare, elle va être capable de faire des arbitrages. Et on voit là, hôtellerie-restauration, enfin, multiplication de déclarations sur les gars qui ne trouvent personne. Et oui, parce que ce métier est quand même un métier très très dur, on peut le mettre dans tous les sens. Et donc là aussi, celui qui est finalement un peu couteau suisse est capable de faire beaucoup de choses. Ouais. Il va pouvoir arbitrer entre les différentes offres. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est pas facile de passer d'un secteur à l'autre. Hein. Bien entendu, il te faut de la formation. Mais justement, si tu n'as pas créé les canaux de formation, tu te crées encore moins les conditions de pouvoir... Alors, oui, tu auras les couteaux suisses, mais c'est quand même pas non plus la catégorie la plus répandue, le couteau suisse. Oui, je suis d'accord. C'est intéressant. C'est vrai que ça te bloque. Pénurie de... Alors, donc, on a lu ensemble l'interview de Geoffroy Roux de Bézieux dans Les Échos ce matin, qui dit des choses quand même sur alors, pour le coup, là, les pénuries de matériaux, matières premières, etc. Problème d'approvisionnement donc, et de prix sur les matières premières qui devient préoccupant. Le bâtiment, fer de lance de la reprise, a émis un signal d'alerte assez fort avec le prix de l'acier qui a pris 30% et le bois, je crois qu'il a pris 50% le bois, pour lequel les approvisionnements deviennent difficiles. On commence même à parler d'arrêter certains chantiers car les entreprises du bâtiment ne peuvent pas répercuter à la hausse des coûts dans des prix qui restent contractuellement fixés par les contrats qui ont été signés. Bien sûr. C'est exactement ça. On retrouve, en fait, toute proportion gardée, c'est un peu la même chose que ce que tu as du côté de la main-d'œuvre, c'est-à-dire que tu as déterminé des conditions d'équilibre d'un marché avant que ne survienne le Covid, et puis, en fait, la vitesse de transformation de l'économie fait que les conditions de production ont été radicalement bouleversées. Et tu es toujours sur le mode de fonctionnement antérieur. Donc, c'est un peu le même mécanisme, si tu veux. Et comment est-ce que l'on met en place des dispositifs qui permettent bien de répercuter dans les prix des chocs de coûts que subissent les Mais dis donc, ça ne va pas nous casser la reprise, ça? En tout cas, la casser, non. Je ne pense pas. Parce qu'on va avoir des phénomènes de réallocation quand même qui vont se faire un petit peu dans l'autre sens. Hein, parce qu'on voit bien qu'on va ralentir probablement un petit peu la demande de produits industriels pour pouvoir reconsommer un peu de ça. Alors, je le cite assez régulièrement d'ailleurs, et puis il nous écoute, donc il va être content. J'ai un copain chef d'entreprise qui m'envoie, mais tous les jours, d'ailleurs, il dit je vais arrêter parce que t'en peux plus. Tous les jours, des hausses. Mais sur le carton, sur ses emballages, sur les films pour emballer, tout est en train d'augmenter. Et lui, en fait, ça lui fait peur. Ouais. Lui, il dit si, ça va casser la reprise. Qu'est-ce que tu lui réponds? À mon avis, ça ne va pas la casser pour la raison que l'on a évoquée tout à l'heure. La première des contraintes sur une entreprise n'existe pas, la contrainte de trésorerie. Pour l'instant, les entreprises sont en capacité de payer cette augmentation des approvisionnements parce qu'elles ont le cash qui leur permet pour l'instant de faire face à cette demande. Toute la question, c'est maintenant... est-ce que j'arrive à le répercuter en aval? Il y a une forme de tolérance à l'inflation par les coûts qui est importante parce que les entreprises n'ont pas la contrainte qu'elles génèrent automatiquement une inflation par les coûts. Cette contrainte est levée. Mais il y a bien un moment où il va falloir soit que je tape sur mes marges, soit que je répercute dans mes prix. Et là, on est en train de passer dans le moment du bras de fer. Et ça va être une sacrée épreuve de vérité. Alors c'est donc ce fameux pricing power, hein. Est-ce que l'entreprise a aujourd'hui un produit suffisamment différenciant ou suffisamment efficace ou les bons fournisseurs ou les relations commerciales assez solides pour pouvoir augmenter ses prix? Oui, tout à fait. Ça va être le vrai grand challenge en fait qui attend les entreprises. Oui, ça se joue là. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de regarder comment dans le passé, des hausses de prix, par exemple de production, des prix de production
qui sont des prix de sortie d'usine, donc qui intègrent aussi les marges. Comment est-ce qu'ils se répercutent in fine sur les prix à la consommation? Parce que la question qui va se poser, c'est est-ce que j'ai devant moi une accélération de l'inflation, une accélération durable de l'inflation qui va basculer dans une augmentation des salaires? Parce que pour l'instant, on n'a pas parlé d'augmentation des salaires. Et pourtant, on a parlé des problèmes de pénurie de main-d'œuvre et de contraintes sur les coûts. Mais il n'y a pas de répercussion sur les salaires. Parce que, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les prix de production ne se répercutent pas beaucoup dans les prix à la consommation, pour ce qui concerne les produits industriels, parce que tu as encore tout un ensemble de tampons qui vont s'exercer, qui sont les marges des distributeurs, qui sont les marges des transporteurs, qui, eux aussi, vont prendre une partie du choc de coûts qui est en train de se passer. Le sujet, il devient à ce moment-là, mais alors celui-là, il est mondial, c'est sur les matières premières agricoles. Ouais. C'est là où, effectivement, là, tu répercutes les prix de manière quasi automatique. Ouais. Et c'est là où tu te retrouves en bout de chaîne avec une vraie crise, de vrais problèmes, etc. Mais ça, enfin bon, ça concerne la France de manière très marginale. Et aussi, surtout, une sensibilité. Une sensibilité à un choc de prix alimentaire qui est beaucoup plus forte qu'un choc de prix sur un produit industriel. Et notamment dans les pays émergents, tu as quasiment 30 à 40% dans certains pays émergents du panier de biens de consommation des ménages qui est constitué de biens alimentaires. Mais donc ça veut dire on va rentrer dans une série de négociations, un peu comme on l'a fait avec les loyers. Quand Roux de Bézieux il dit là il y a un problème sur les chantiers, lui il envoie un message, c'est très clair. Donc il envoie un message entre eux, alors c'est les promoteurs hein, j'imagine, entre promoteurs et artisans, ou en tout cas ceux qui font les chantiers, il va falloir se remettre autour d'une table pour que chacun prenne une partie de la hausse à... Ah, tout à fait, mais tu as la même chose sur les loyers pendant Exactement. Ça vaut pour la construction, ça vaut pour l'agroalimentaire également, qui réclame des hausses de prix sur la période récente. Bon, alors un mot sur les retraites, parce que je regardais parce que ça intéresse tous les économistes quand même, ces prévisions du COR, du Conseil d'orientation des retraites. Là. J'ai eu le temps de les regarder un petit peu. Mais bon Dieu, mais tu fais varier même d'un 10e de point tes prévisions de croissance sur 15 ans, ce qui paraît déjà assez invraisemblable, et tu te retrouves avec un régime déséquilibré à 7, 12, 25 ou 30 milliards par an. Ouais, ça a un sens, ça, Denis, pour un économiste, de faire ça? Ça déjà, en fait, le premier sens important, c'est déjà de comprendre si les prévisions, elles sont calées par rapport au rétrospectif. Et quand je vois que souvent, dans les scénarios les plus sombres, on imagine que les gains de productivité seront de 1% par an, alors que sur les... Scénario médian, il est 1,3 même là. Ouais. 1,3. Et alors que sur les 10 dernières années, les gains de productivité, 0,8 par an. Donc tu as déjà... Donc tu vois, là tu évoques une sensibilité à 1/10 de pourcentage de croissance. Or, le rétrospectif n'est même pas ce qui est le scénario le plus sombre qui est retenu sur les projections. Donc il y a déjà quand même un vrai problème. Alors pourquoi la productivité est importante? Parce que la productivité, c'est ce qui te permet d'augmenter les salaires. Tu as sur long terme une sensibilité, enfin les salaires évoluent comme évolue la productivité. Et ça, c'est l'équilibre de long terme. Et donc les cotisations. C'est pas tant pour l'aspect dépense du système de retraite que pour l'aspect recette de celui-ci que l'on va apprécier l'enjeu de la productivité. Bon, mais même à l'arrivée, on se retrouve quand même avec des déséquilibres. Alors, ok, eux, ils disent 14 milliards par an, par exemple, de besoins de financement. Même si on double, même si on dit 28, sur 320 milliards d'euros par an, hein, c'est ça les retraites, hein, c'est 320 milliards d'euros par an. J'ai du mal à trouver ça catastrophique et inquiétant. Quand même, tu as un déséquilibre à 10%. Même pas 10%. Attends, j'ai doublé les prévisions du corps. Oui, mais attends, j'ai doublé les prévisions du corps. Oui, là, tu as vraiment pris le noir foncé. Là. Voilà, j'ai pris le noir foncé. Ouais. Oui, attention, on s'est peut-être un peu trop habitué au quoi qu'il en coûte. Hein. Mais ce qui permet d'assurer de toute façon la pérennité d'un régime, qui est un régime de solidarité, c'est quand celui-ci arrive à s'équilibrer. Et je pense, d'ailleurs, dans l'interview de Geoffroy Roux de Bézieux, il y a une piste qui est très intéressante, qui est déjà explorée par énormément de pays, qui est celui de la mise en cohérence des paramètres du système de retraite avec les paramètres démographiques. Comment est-ce que je fais en sorte d'avoir une proportion d'actifs et une proportion de retraités qui évolue de manière relativement parallèle. Et donc, que l'on partage les gains d'espérance de vie entre une espérance de vie à la retraite et espérance de vie au travail. Donc ça veut dire une augmentation mécanique et automatique de l'âge de départ à la retraite,
en fonction des données démographiques. C'est ça. Exactement. Tu te retrouves avec un truc de pilotage automatique où le politique ne décide plus de rien. Oui, où tu as mis en place un dispositif qui, à l'origine, est équilibré. Alors évidemment, tu auras toujours quelques paramètres sur lesquels il faudra jouer, mais tu as un régime à l'origine équilibré et tu le fais varier en fonction de tes paramètres, démographiques. C'est ce qu'ont fait par exemple les Japonais. Il y a plusieurs pays européens qui ont également introduit des paramètres démographiques dans le pilotage de leur système de retraite. C'est quand même la meilleure manière d'assurer sa pérennité. 320 milliards d'euros. Ouais. C'est pas une paille quand même. 320 milliards d'euros, 14, alors on dit là pour le coup, point de PIB, c'est-à-dire c'est 14% de la richesse que produit l'ensemble du pays. Oui, mais bon voilà, avec un déséquilibre qui ne me semble pas. Est-ce que tu partages ce sentiment que les velléités de réforme, d'ailleurs, j'ai l'impression que les velléités de réforme sont plus celles qu'il y avait la semaine dernière de la part du président de la République. Enfin, il faut suivre ses déclarations, c'est quand même très... Voilà, ça louvoie un petit peu dans tous les sens. Viennent peut-être plus de la pression extérieure, de nos prêteurs qui ont envie qu'on leur envoie des signaux, comme tu dis, de fin du quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce que tu penses de ça ? J'ai un peu l'impression, enfin les sorties de Schauble, c'est étonnant, il est un peu sorti du formol récemment. Ça, je peux te dire, il a changé le formol avec la nitroglycérine. Tout à fait. Je pense que ce message-là était quand même assez fort et donc il y a matière à donner des gages à nos partenaires européens parce on va rentrer dans la période où on va commencer à décaisser les dispositifs européens. Ouais. Et donc donner des gages sur ce que l'on ne va pas utiliser à fond perdu, les fonds européens, c'est important aussi. Merci Denis. Denis Ferrand, donc, le directeur général de Rexecode, était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Anthony Strecher qui est avec nous. Salut Anthony. Bonjour Stéphane. Le fondateur de Achat plus PME, on se connaît depuis très longtemps Anthony. Puis, il y a combien de temps que tu as fondé Achat plus PME, puisque je te connais depuis le début donc, Bah ouais, hein, au final, on est toujours là, je crois, un peu grâce à toi quand même. Oh non, mais arrête, mais il faut arrêter ça, les mecs. Allez. Et donc, il y a combien de temps On a créé notre boîte avec Laurent en 2 janvier 2010, dans un 20 mètres carrés, à monter nos bureaux. Et donc, cette idée que la puissance d'achat, en fait, qu'ont les grands groupes, on pouvait la donner aux PME en mutualisant les achats. Ouais, c'est ça, aujourd'hui, on représente 26 000 entreprises adhérentes en France. J'ai 31 personnes qui travaillent au quotidien pour ça, dans mon entreprise. Donc, on est passé de 2 personnes à 31 et 26 000 clients adhérents à travers la France. Mais je respirais plus. Parce que tu as quand même 3 700 000 clients potentiels. Oui. Oui. Et qu'est-ce qui les freine en fait de rentrer dans cette mutualisation ? Qu'est-ce qui freine ? Au final, c'est déjà, il y a toujours cette difficulté, la peur de l'arnaque. Se dire, je suis toujours plus intelligent, je suis plus intelligent tout seul. Je vais aller, et puis, quand on est chef d'entreprise, on a tellement de sujets à voir au quotidien qu'à un moment donné, on reste un peu la tête dans le guidon, un peu l'autruche, on est focus. Et on oublie qu'on peut gagner de l'argent, on peut gagner du temps en mutualisation, en traitant, et je dirais, en laissant faire des choses qu'on n'a pas envie de faire sur les services généraux, sur l'achat de véhicules, sur l'intérim, ce genre de choses, se dire, je file à quelqu'un d'autre de gérer ça par l'effet de volume, ça va me faire gagner du temps, ça va me faire gagner de l'argent. Alors aujourd'hui, dire oui, on n'est que à 26 000 entreprises adhérentes en France, ça commence déjà à peser. Oui, non, on a des objectifs de développement et de structuration pour, notre objectif c'est d'arriver à atteindre au moins 300 000. C'est ça notre objectif qu'on a associé. Voilà, ça me paraît raisonnable. Voilà. Et on se bat au quotidien pour y arriver, pour la transformation digitale, tout ça. Mais Anthony, on est à l'heure des marketplaces là, ça y est, c'est en train de se développer partout. On a reçu ici Miracle qui monte des marketplaces pour les grandes entreprises. Amazon Business est une sorte de marketplace géante. Et finalement, toi, tu as inventé les marketplaces avant les marketplaces. Alors, Achat plus PME, c'est une marketplace. C'est pas une marketplace, c'est une offre concurrentielle. Et vous savez quel est mon premier concurrent au final, c'est Amazon Business. Mais c'est ça. Et nos fournisseurs partenaires, et pour beaucoup qui ont pris conscience de cette problématique, même pour eux, pour leur métier, en disant, vous, les entreprises de mutualisation d'achat plus PME, vous êtes une offre concurrentielle, alternative à ce qu'est en train de faire Amazon Business. Donc effectivement, on a un effet de pivot et d'accompagnement, parce que ce que ne fait pas Amazon Business, l'accompagnement des chefs d'entreprise, l'optimisation de leurs achats... Mais ils ne te conseillent pas du tout Amazon Business. Voilà. Tu vas juste, à la limite, avec un esprit un peu moutonnier en disant c'est là que ce sera le moins cher, c'est pas la peine de chercher ailleurs. Et on a certains fournisseurs partenaires qui, aujourd'hui, on audite, quand on accompagne nos adhérents, on se rend compte que de plus en plus de petites entreprises achètent chez Amazon. Et des fois, pas que de la cartouche ou ce genre de choses. Mais attends, mon pote, mais je peux témoigner, ils font un démarchage, mais de dingue. Mais de dingue. Et on a même des électriciens
des plombiers qui commencent à acheter de la matière première, des colliers, des câbles et tout, sur Amazon Business. Donc il y a un vrai sujet. Et donc on est une offre alternative où on va jamais se battre contre Amazon. Hein. Moi, je ne suis que HA+ PME. Par contre, on offre quelque chose qu'ils ne font pas. Voilà. Donc, c'est là où on est différent. Ouais, c'est ça. On se positionne et beaucoup de fournisseurs partenaires commencent à se rendre compte qu'effectivement, cette vague, elle arrive. Il va falloir se positionner différemment et offrir autre chose que juste un produit sur une marketplace. La marketplace unique toute seule. Nous, on fait du digital. On a l'accompagnement avec des API qui permettent à l'adhérent de suivre ses achats, de suivre ses économies sur son ordinateur, sur son téléphone. Il a ses fiches conseils. Il a vraiment un suivi par rapport à ça là-dessus, ce que ne propose pas une marketplace. Mais en même temps, ces mêmes adhérents, il y a un truc qu'on fait depuis 3 ans. Tu sais, c'est quoi ? C'est un catalogue papier. On le fait aussi, on envoie un catalogue papier. Mais c'est fini. Leclerc arrête, Carrefour arrête. Eh ben nous, pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises, les artisans, les TPE, les PME, Le mec là, en buvant son le café. catalogue, les fiches des fournisseurs, Oh non. eh ben ouais, eh ben plus 20%. Non. Oh, c'est dingue. Ça reste, et ce qu'on appelle, alors nous, ce qu'on a découvert des mots de façon de non chez l'entreprise, on apprend plein de mots, on a appris qu'on faisait de l'omnicanal, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens au téléphone, on les accompagne physiquement, on a du digital, des API, on accompagne aussi papier. Et oui, et on utilise tous les segments d'animation d'un adhérent. Mais ça va poser un problème à ton bilan carbone et tout ça, là, si tu fais du papier, là. Alors aujourd'hui, on a trouvé des imprimeurs, on a essayé de beaucoup travailler là-dessus. C'est un budget, c'est pas encore résolu parce qu'à un moment donné, il faut des camions, il faut transporter. Oui, et puis il faut de l'encre, il faut imprimer. Il faut de l'encre, et donc on l'envoie à plus de 30 000 exemplaires. Oh, c'est dingue. J'adore. Non, mais c'est très intéressant parce que dans énormément de domaines, on va trop vite, en fait. On croit que tout le monde suit le rythme d'une économie qui fonce. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de suivre. 98% des entreprises en France, c'est des entreprises de moins de 3 salariés. Le commerçant de proximité, l'artisan, le patron. Justement, tu peux te dire, le gars, il n'a pas le temps de feuilleter un catalogue quand même. Si, en fin de compte, c'est quelque chose de papier qu'il a à côté de lui. Il a son boulot. Et il attend un coup de fil, il va acheter un coup d'œil. C'est ça. Mais je me souviens de Michel-Édouard Leclerc, mais il y a très peu de temps, là, c'était sûr, parce que c'est en train de venir aussi, on arrête les tickets de caisse, tu sais. Et il lui disait, mais non, j'ai trop de clients qui en ont besoin. J'ai trop de clients qui veulent tout recompter au centime près, et pour qui c'est important. Il ne faut pas aller trop vite. Bon alors, attends, d'abord on va projeter magnifique photo. Magnifique photo, alors, la regarde pas, tu la connais par cœur. Donc de Anthony à la gendarmerie, tout va bien. Gendarmerie de Magny-les-Hameaux dans les Yvelines. Qu'est-ce que tu as été y faire et qu'est-ce qu'ils voulaient Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors qu'est-ce qu'ils voulaient les gendarmes? Qu'est-ce que font les chefs d'entreprise on a fait un atelier face à des gendarmes pour leur expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat. Comment on fonctionne, nous, c'est quoi nos codes, c'est quoi nos priorités. Parce qu'à un moment donné, que ce soit un commissariat, que ce soit une gendarmerie, ils ne connaissent pas le tissu économique, le monde entrepreneur. Nos codes, nos us, nos coutumes, notre façon de fonctionner. Ils sont autour de nous. On a besoin, en fin de compte, de la gendarmerie pour la sécurité de nos biens, les locaux, les personnes et ainsi de suite. Mais on oublie parfois de leur dire au fait, est-ce qu'ils nous connaissent? Et c'est né d'une rencontre. Et tu vas voir quelques chiffres qui vont te tomber un peu tu vas tomber de ta chaise. J'ai rencontré 2 personnes, Sylvain Tortelier et Mathieu Gros, colonel et lieutenant-colonel de gendarmerie dans les Yvelines. Un échange, une rencontre suite à une problématique. Et effectivement, eux, c'est la nouvelle génération de la gendarmerie, de te dire, j'ai besoin, la gendarmerie a une mission inclusive d'aide et de résilience aux entreprises, c'est un peu en plus un sujet en ce moment, d'accompagnement des entreprises, que bien souvent les gens ne savent pas. Bah ouais. Mais non, voilà. je découvre. Et d'aller au contact des entreprises pour les sensibiliser. Il y a beaucoup d'actions de sensibilisation et ce genre de choses, mais aussi dans l'autre sens. Et donc moi aussi, parce que je suis réserviste citoyen, de dire c'est bien gentil de rouspéter, mais il faut peut-être agir. Et de se dire, mais en fait, vous, gendarmes, vous avez besoin de quoi des entreprises? Et la première chose qu'ils nous demandaient, c'est de dire, expliquez-nous qui vous êtes. Quelles sont vos priorités à vous par rapport aux nôtres? Comment on peut mieux vous comprendre pour mieux vous accueillir? Alors, attends, rentre dans le dur, parce que moi, alors qu'est-ce que tu leur dis? Anthony, alors toi, tu es déjà peut-être une grande entreprise, mais... Quand tu es une personne, je ne suis pas une grande entreprise. Mais tu sais, attends, ça c'est un chiffre que je répète dès que je peux. 60 salariés, il y a 20 000 entreprises en France qui ont plus de 60 salariés. 20 000. Ah ben, on est bien d'accord. Donc c'est un des chiffres les plus importants de l'économie française. Je referme la parenthèse. Et on a eu alors, de quoi 2 temps. Donc ça a été en 2 temps. C'est vrai et ça va continuer. En plus, on a d'autres événements avec eux. Le premier temps, ça a été d'expliquer l'entrepreneuriat, d'expliquer en fin de compte qu'est-ce qu'un chef d'entreprise, c'est quoi son ADN, comment il fonctionne,
qui on est, en fin de compte, et toi aussi tu Mais connais. qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, je ne sais pas ce que je pourrais répondre à cette question. Mais en fin Toi, de compte, Anthony, tu c'est réponds d'expliquer nos moteurs, c'est quoi notre ADN, qu'est-ce qui nous pousse à créer une entreprise. Qu'est-ce qui te pousse à créer une entreprise, Donc, toi, Anthony? pour moi, c'est la volonté de réussir, la volonté d'embaucher, de développer une idée, de la faire grandir. En fin de compte, d'élever un enfant, tu crées quelque chose, tu as envie de le développer. Après, pour d'autres, ça va être la liberté. Pour d'autres, donc on leur a donné ces explications. Et ensuite, on dit, voilà, en fait, quelles sont les priorités d'un chef d'entreprise et quelles sont, passe-moi l'expression, les emmerdes au quotidien que l'on vit. Et quelles sont nos premières peurs. Et pour eux, leur première peur, c'était la peur du pénal, ce genre de choses. Ils disaient, non, la première peur qu'on a, c'est l'URSSAF, c'est le contrôleur des impôts, c'est l'inspection du travail. Non, alors sérieusement, t'as peur de l'URSSAF, toi? Aujourd'hui, quand tu interroges les chefs d'entreprise, quand on leur dit, au fait, de quoi tu as peur, à un moment donné, sur tes appréhensions là-dessus, est-ce que c'est la peur du gendarme qui va arriver en premier ou l'inspecteur des impôts? C'est l'inspecteur des impôts qui passe en premier, l'inspection du travail qui passe en deux, et ainsi de suite. La peur du prud'homme. Donc toutes les problématiques économiques, la peur de perdre un marché, donc toute cette complexité. Ah oui, là, oui. Peur de perdre un marché, la peur de perdre ses données, la peur de ne pas réussir. Mais attends, moi je veux rester sur l'URSSAF, parce que là aussi on la vit au quotidien. Tiens, il faudra que je pose la question, je ne sais pas à qui, mais à un moment... Le Covid a peut-être changé quelque chose là-dessus. Le Covid... Les mecs, ils se sont quand même mis en 4. Enfin, je ne sais pas pour vous, les amis, mais les mecs se sont mis en 4. Il y a avant 2019 et après 2019. Ouais. Enfin, l'effet Covid a montré une chose en tout cas, et ça il faut le reconnaître, c'est que l'ensemble de l'écosystème, je dirais, régalien, comme l'URSSAF, comme le centre des impôts, aujourd'hui a quand même mis le turbo. Et oui, effectivement, aujourd'hui, on a des relations, des discussions avec eux qui sont beaucoup plus ouvertes et échangées. Donc ça, celle-ci, elle descend. Mais après, le prud'homme, le prud'homme, il reste dans le top 5 en termes des peurs, des appréhensions. Donc c'est de leur expliquer ça. Leur demande aussi, c'est de dire, au fait, il y a tellement de formes juridiques. C'est un truc tout bête. Il y a tellement de formes juridiques d'entreprise en France. Au fait, quand quelqu'un vient nous voir, on ne sait pas dans quelle case de caser. Est-ce que juridiquement, c'est bien lui qui peut légitimement se poser? Expliquez-nous, c'est quoi la différence entre une SRL, une URL, une SAS, une SA? Donc c'est parce qu'ils étaient très demandeurs en disant, on n'a pas de formation, on ne connaît pas ça. Et pour eux, c'est très important. Pourquoi? J'ai donné un autre chiffre. Aujourd'hui, à Chapus PME, on n'est pas connu. Tu l'as dit, on n'a que 26 000 adhérents. On n'est pas, je dirais, on ne maîtrise pas le marché français. 1128. C'est quoi ce chiffre? 1128. 1128, c'est le nombre de tentatives d'intrusion frauduleuse que j'ai eu dans ma boîte juste au mois de mai. Individuel. Internet, tu veux dire, enfin digital. Rentrer dans mon système d'information, essayer de venir rentrer. Les gendarmes, c'est pas leur taf, ça. La brigade de gendarmerie de Manille-les-Hameaux, elle peut rien faire, elle, là-dessus. Et si, parce qu'en fin de compte, dans chaque brigade, tu as des références qu'ils appellent NTEC, il y a des référents, en fin de compte, de fraude, des référents techniques, qui sont là, dans chaque brigade, pour t'accueillir. Il y a des actions de sensibilisation. Sur les 2 dernières années, les Yvelines, la gendarmerie des Yvelines a mené 60 actions de formation et d'accompagnement dans les entreprises auprès de TPE, de PME pour expliquer, vulgariser, sensibiliser les hommes et les femmes qui sont dedans, qui sont composés, quelles sont les règles, les actes de premier secours, les pièges à éviter, tout ce genre de choses. Donc c'est beaucoup d'actions qui ne sont pas connues. Ah non, je ne savais pas du tout que dans chaque brigade de gendarmerie, il y avait un référent tech et... Compétent le gars ou... Oui, lui c'est son premier niveau. Pardon. Mais il faut le former aussi parce qu'à un moment donné, lui va être formé sur la partie technique. Ouais. Après, en fait, il y a un chef d'entreprise qui débarque, qui pousse le portail, qui sonne, il dit voilà, j'ai un problème. Donc, on arrive souvent avec plein de trucs un peu dans le bazar. J'ai tel truc qui m'est arrivé, je ne sais pas comment faire, ainsi de suite. Il faut l'accueillir, il faut remettre un peu les codes dans le bon sens. Poser la personne parce qu'elle est dans l'urgence, elle vient de se prendre un gros pain et elle comprend pas ce qu'il y a. Elle vient de se prendre un avion sur la tête et elle pensait que c'était que les autres, que les grands groupes qui allaient être attaqués, qui allaient avoir un cryptage de données, qui allaient se faire piquer l'argent de son... Bon, j'entends tout ça, Anthony. Donc ça veut dire, on est au bout là, ça veut dire de la même façon en fait que moi j'ai beaucoup dit, notamment les auto-entrepreneurs, tiens je le dis encore là, allez voir les comptables, prenez un expert comptable, enfin c'est vraiment très 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 important, voilà. Ça ne va pas vous coûter si cher que ça, en plus. De la même manière, si vous avez un souci, il ne faut pas hésiter à pousser la porte d'une gendarmerie ou, j'imagine, d'un commissariat de police si jamais vous êtes en ville. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on est plusieurs chefs d'entreprise à accompagner, à former justement les gendarmes, à accueillir, à comprendre qui on est, comment on fonctionne. Et on a un événement qu'on organise le 22, c'est septembre prochain, c'est dans le territoire, c'est d'accueillir les chefs d'entreprise pour montrer la gendarmerie autrement.
et de montrer ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle est, et justement ce qu'elle n'est pas. Bon, ben on s'en reparlera à ce moment-là, tiens. Puis, tiens, tu voulais me faire venir un gendarme avec toi, puis là, on est dans le one-to-one. Mais en septembre, comme on changera un petit peu de formule, à ce moment-là, on pourra faire ça. On aura des belles personnes du GIGN en plus. Non, moi je veux pas le GIGN. Mais non, pas le GIGN. Mais non, moi je veux la brigade de. C'est ça qui m'intéresse, ma des hameaux, tu vois. Les gendarmes du quotidien avec les entrepreneurs du quotidien. C'est ce que je t'explique, c'est que le GIGN, avec le GIGN, c'est ce que les gens connaissent, comprennent. Le GIGN, le rond-point, le contrôle de routier classique. Et puis il y a l'activité au quotidien dans toutes les brigades de France, qui est du boulot au quotidien de face à face et de contact. Anthony Streicher, donc achat plus PME avec nous sur Bismart. Merci. On repart les amis, on repart avec Olivier de Montlivaud. Bonjour Stéphane. Je le prononce bien Olivier, ça va? Parfait. Parce que d'habitude je check avant, pas de check. Là c'est parfait. Alors fondateur de SOS Accessoires, je disais, comme son nom l'indique, j'adore ces noms de boîte, voilà, c'est très clair. SOS Accessoires fournit des accessoires. Pour pièces détachées. Pièces détachées pour les appareils électroménagers. Hein, clairement. Vous ne faites pas l'automobile. Hein, nous faisons que l'électroménager ou quasiment que l'électroménager. Et ce qui est déjà pas mal quand même, parce que qu'est-ce que j'ai vu, c'est 250 000 modèles d'appareils, c'est ça les chiffres Nous permettons de réparer aujourd'hui en catalogue des pièces détachées pour plus de 250 000 appareils. Et au final, ce sont des millions de pièces détachées qui sont commandables. Et nous en avons en stock 180 000 à date. Et on en aura le double. Mais comment ça, 180 000 en stock? Mais ça doit te coûter une fortune, ça? Non. Non, ça va, c'est des vrais stocks ou c'est des stocks virtuels? Ce sont des vrais stocks. Elles sont vraiment stockées chez nous, gérées avec des seuils de réappro dans notre entrepôt à Elancourt, dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Donc je te confirme, ce sont des vrais stocks. Alors c'est une des grandes forces. Mais attends, d'abord, 1 million de visiteurs uniques par mois. Plus même, oui. Oui. Non, mais tu sais que tu as des sites médias qui n'ont pas 1 million de... Je peux dire que Bismart n'a pas 1 million de visiteurs. Écoute, je t'aiderai si tu veux. Exactement. Il faut qu'on se mette à vendre des pièces détachées, en fait. Mais je pense qu'on est complémentaires parce qu'on y arrive grâce à notre contenu. SOS Accessoires, c'est 1 million de visiteurs uniques grâce à ces contenus. Ce sont des centaines de tutos, de diagnostics, de vidéos. Au départ, il y en a une qui va... Alors, la regarde pas parce qu'il faut que tu parles dans le micro, mais on va en voir une là, justement... Voilà. Alors, donc, vas-y. Donc, ce sont ces centaines de tutos, de vidéos qui séduisent nos clients, enfin nos prospects, parce que on fait plus d'1 million de visiteurs uniques mensuels. Évidemment qu'une grande majorité vient pour ces contenus, pour ces vidéos, et une partie derrière va acheter une pièce détachée. C'est notre modèle économique, il est fondé sur la vente de pièces. Mais pour que les gens viennent à acheter une pièce détachée, il faut qu'elles identifient la cause de leur panne, qu'elles aient les moyens de la réparer et d'y arriver. Et c'est ça que nous avons fait chez SOS Accessoires. Donc on est passé en fait d'un modèle catalogue où en fait on poussait du produit, on vendait des pièces détachées, on vendait des accessoires, d'où le nom SOS Accessoires. Et puis petit à petit, on s'adressait en fait ce que j'appelle les papis bricoleurs. Tu vois, on a tous dans notre entourage, je ne sais pas si tu es bricoleur, toi, ou pas, moi je le suis moyennement. Voilà. mais ça n'empêche pas... Changer un filtre, ça va aller. Là, on voit certaines des manips qu'il fait, je m'y lancerai pas, quoi. Voilà. Non, mais je ne te le souhaite évidemment pas, mais ça nous arrive à tous, un jour ou l'autre, d'avoir un problème avec un appareil électroménager. Heureusement pour tout un chacun, ça n'arrive pas à tous les 4 matins, mais quand ça arrive, on est désarmé. Et qu'est-ce qu'on fait? On a tous le même réflexe, quel que soit le sujet, que ce soit une recette de cuisine, déboucher un évier, démarrer sa tondeuse un peu récalcitrante, on prend sa 3e main, on prend son smartphone, puis on commence à pianoter. On commence à pianoter et on va taper « ma porte de four est bloquée, mon frigo ne fait plus de froid, mon sèche-linge ne démarre pas ». Puis on voit ce qui sort de la réparation, de l'auto-réparation, de l'assistance du contenu. Et c'est là où on sort bien. C'est là où on sort très très bien. C'est de là d'où viennent ce million de visiteurs uniques mensuels. C'est qu'ils viennent, ils commencent à pianoter. Et puis les plus motivés d'entre eux, ils remontent la plotte. Comme tu disais juste avant. Ils remontent la plotte et certains vont jusqu'à l'achat d'une pièce détachée, mais c'est même pas la majorité, parce que voilà, on fait évidemment pas 1 million de ventes par mois. Et en plus, dans 50% des cas, quand un appareil est en panne, il n'y a pas besoin de pièces détachées. C'est ça qui est fantastique. Mais attends, mais ça veut dire que tu as... Parce que donc, je reprends 250 000 modèles d'appareils. Donc ça veut dire que tu as identifié, j'en sais rien, moi, sur ces modèles d'appareils, il peut y avoir une dizaine de pannes. Et donc ça veut dire que tu as 2000... Plus. Oui.
Et donc, tu as 2,5 millions ou 3 millions de pannes qui sont répertoriées dans l'ensemble de ta base de données et pour lesquelles tu peux offrir des solutions. Elles sont analogues. Quand c'est un problème de vidange sur une machine de telle marque, tel modèle, c'est le même symptôme, c'est la même cause. Il faut trouver le tuyau de vidange et le déboucher. Ça peut être ça, ou ça sera le filtre de vidange qui sera encrassé, ou ça sera la pompe de vidange qui sera changée, ou ça sera tel ou tel durite qui sera mal serré, qu'il faudra resserrer ou qu'il faudra remplacer si elle est. Donc, tu as quand même des pannes génériques. Bien sûr. En fonction des différentes gammes et des différents types d'appareils. Il y en a quelques dizaines, au pire quelques centaines, oui. Et qui vont avec des spécificités par marque, par modèle. Et il y a un moment, est-ce que c'est classé par... Alors, j'ai pas été regardé dans le détail, j'aurais dû... Est-ce que c'est classé par niveau de difficulté? C'est-à-dire, genre, là, faites attention quand même, il faut une certaine expérience avant de s'y lancer. Sur toute la vente, alors déjà, sur nos tutos, oui, c'est clairement mentionné par nos techniciens, parce que notre acteur, c'est pas un acteur, c'est un technicien là-bas. C'est un vrai technicien, il en a bouffé pendant 20 ans, chez les grandes marques et les enseignes. J'ai été le chercher, lui et ses collègues, chez les grandes marques et les enseignes. Et en fait, ils ont eu une approche différente de leur métier. Et alors, je te bouscule parce qu'en fait, je me rends compte que le temps tourne très vite. Tu as aussi, en fait, en plus du tuto, l'assistance vidéo. Exactement. Pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui sont les plus motivés, pour ceux qui ont un point de blocage, nous proposons un service d'assistance en ligne, mail, chat, téléphone et vision en réalité augmentée. Et ça, c'est génial. C'est incroyable. Parce que derrière, ça permet de débloquer des situations. Alors en général, c'est sur des problématiques plus techniques. Mais bien souvent, en fait, l'internaute, quand il a bien fait, et la plupart d'entre eux le font, sa recherche, il sait ce qu'il y a. Mais on est tous un peu pareils, parfois on a besoin d'être rassuré. Donc du coup, il va pour 20 € appeler un autre technicien. Quand même, ce service-là, il est payant. Mais pour 19,90 €, il réparera son lave-linge et il va le prolonger d'1 an, 2 ans, 3 ans, au lieu d'en racheter un à 400 €. Et l'un des trucs, alors donc j'ai bien compris, tu l'as dit, c'est notre entrepôt, c'est nos vidéos, c'est mon gars que j'ai été chercher, c'est tout internalisé. Mon service client, je n'internalise rien. Tu n'externalises rien. Je n'externalise rien. Tout est internalisé. Ce sont mes acheteurs, mes techniciens, mes codeurs, tout ou presque de mes services, en tout cas les fonctions essentielles, sont vraiment internalisées chez SOS Accessoires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on est plus d'une 50aine. Donc j'ai retenu le chiffre que tu as dit précédemment. 60 personnes. 60 personnes, 20 000. 20 000. Bon, voilà, les 60, on y est dans quelques semaines. Voilà, je fais partie des 20 000 premières entreprises de France. Tu sais comment j'avais chopé ce chiffre, c'était encore les histoires fiscales et tout, et c'était un responsable politique, évidemment pas forcément favorable à l'entreprise, qui disait « Vous vous rendez compte, on est en train de prendre une mesure pour 20 000 grands groupes ». Et j'avais été regardé. Non, mais c'est intéressant. Je ferme la parenthèse. C'est un sujet très profond pour l'économie française. Il faut que les entreprises grossissent. C'est vraiment très, très important. Et c'est l'une de nos faiblesses. La faiblesse majeure. Moi, j'ai une ambition, c'est de faire passer SOS Accessoires de PME. Moi, j'ai construit une boutique. Au départ, on était une petite boutique. On est devenu une belle petite PME. Moi, mon ambition, elle est de devenir, à l'ancienne, ça ne s'emploie plus ce terme, mais ETI. Donc, une vraie... Mais comment ça s'emploie plus? Mais ça s'emploie à fond, ce terme, ETI. Mais vas-y. En tout cas, ce qui fait la force du modèle allemand, moi, j'aimerais oui, mais alors, justement, ce qui fait la force du modèle allemand, les relations avec les industriels. Elles sont bonnes. Ce sont nos fournisseurs. Ils s'appuient de plus en plus sur des sociétés comme SOS Accessoires, en particulier SOS Accessoires qui est devenu leader en ligne de l'autoréparation des appareils électroménagers, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus tendance. Tu l'as évoqué, la lutte contre l'obsolescence programmée, en fait, qui est... Non, mais alors, attends, je vais le dire très très vite. Moi, c'est un combat que je mène depuis... Voilà. Combat perdu d'ailleurs, perdu d'avance. C'est-à-dire, l'obsolescence programmée est devenue une évidence pour l'ensemble des gens, même ceux qui réfléchissent un peu à l'économie. Pour eux, c'est l'équivalent, j'ai écrit un jour, c'est l'équivalent de la rotondité de la Terre. Voilà. Sauf que je reste persuadé que c'est une des plus grandes foutaises anticapitalistes, inventées dans les années 30 d'ailleurs. Tu démontres qu'ils ne sont absolument pas obsolescents, ces appareils. Simplement, fallait juste trouver la rentabilité de la filière de réparation, c'est ça ?
C'est exactement ça. Alors j'apporterai un petit bémol. Vas-y, je t'en prie. Il n'y a pas d'obsolescence programmée au sens programmation, nombre de cycles, nombre de tours, nombre d'heures, C'est ça, etc. l'obsolescence programmée. Voilà. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a une obsolescence, il y a eu jusqu'à il y a peu une obsolescence accélérée. Accélérée pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont les méthodes de fabrication et les matériaux utilisés. Je donne un exemple. Autrefois, les lave-linges, les cuves, elles étaient en métal. Maintenant, elles sont en plastique. Forcément, une cuve en plastique, ça dure moins longtemps. Auparavant, bien souvent... Oui, mais cher Olivier, ça a permis d'amener des lave-linges dans l'ensemble des foyers de France. Parce que si on veut continuer à avoir des cuves en fonte, et si on veut continuer à avoir de la qualité allemande, alors le lave-linge, on le paye 3 000 €. Et ça veut dire que ceux qui n'ont pas les moyens de se le payer, on les renvoie au lavoir. Mais non, mais c'est ça que ça veut dire, c'est pas l'obsolescence programmée. Alors c'est là où on est schizophrène. Tu as évidemment. Et au-delà de 3 000 €, il y a une fourchette, parce qu'en effet, les lave-linges dont on parle, ils valent 200 balles, enfin 200 €. Un lave-linge à 400-450 € sera de très bonne facture, et ça sera aussi sur les moyens de les assembler. Exemple. Mais je veux pas qu'on reparte là-dessus, parce que je veux qu'on parle de SOS accessoires. Le sujet là, c'est hyper, alors on dit scalable comme modèle, c'est-à-dire, et oui, voilà. Oui, c'est scalable. Y compris à l'international, j'imagine. Exactement, parce que c'est un modèle où en fait le marché ne cesse de croître. Et évidemment que les périodes de confinement nous ont été favorables, enfin comme tous les business Internet, et encore plus le business de la réparation, de l'autoréparation. Mais en plus d'être sur un modèle économique qui est ce que j'appelle écono, qui est favorisé par les pressions et les décisions réglementaires nationales et européennes, en fait, c'est un marché qui, du coup, est en train de grossir. Et il ne peut et il ne va continuer à grossir que grâce à de l'information. C'est ce qu'on évoquait juste avant. Ouais. Quel est le principal frein à la réparation, à l'autoréparation ? C'est la crainte et la méconnaissance. Ouais. C'est la méconnaissance. On ne sait pas que dans 80% des cas, un appareil est réparable. Et enfin, quand même, il n'y avait pas une filière. On va dire, il y a 5 ans, je me souviens, je discutais avec Seb, la filière de réparation n'existait pas. Parce que tu avais eu un effondrement des prix total. Oui. Maintenant, en plus, l'électroménager a retrouvé un peu des lettres de noblesse. Oui. Les prix sont un petit peu remontés et on peut retrouver... Il y a des nouveaux métiers qui retrouvent leur noblesse, c'est le métier de technicien électroménager. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de trouver des techniciens électroménagers parce que les grands noms du secteur pendant des années ont taillé dans leurs effectifs. Maintenant, ça y est, ça revient en odeur de sainteté. On ne met pas 10 ans comme un médecin à former, mais on va mettre 2-3 ans avant de former un bon Olivier, c'était passionnant. Malheureusement, on est au bout, mais c'était absolument passionnant. On est au bout parce que je voulais vous faire réécouter l'interview. Alors, pour le coup, Boris Saragalia, patron de Spartoo, si ça vous dit quelque chose, celui qui avait racheté André, il a vraiment été au cœur de la crise. Et là, il annonce, mais en toute sortie de crise, qu'il est tellement à nouveau solide qu'il veut tenter le pari que tu tenteras peut-être toi aussi, de l'entrée en bourse. Voilà. Et donc, il était venu nous raconter l'ensemble de son aventure. C'était en février dernier. Donc, on va vous redonner ça et on se retrouve demain. Boris Saragalia, bonjour. Boris. Ravi de te voir depuis un moment d'ailleurs, hein, mais tu es à Grenoble, Boris, voilà, et puis il y a le business. Exactement, et les puis, affaires à faire tourner. Il y a la tempête qui s'est levée quand même pendant le Covid. Alors, donc je reprends 2006, Spartoo. À un moment, pourquoi j'ai rencontré Boris Saragalia la première fois, c'est qu'il n'en pouvait plus qu'on ne parle que de Sarenza. C'est ça, souviens, Boris ? Exactement, tout à fait. Sarenza était très médiatique, on les entend un peu moins parler maintenant. Mais il disait, mais arrêtez, il envoyait des mails et tout, mais arrêtez, il ne gagne pas d'argent, c'est pas possible, machin, etc. Et tout. Cela dit, t'en gagnais pas non plus, toi, Spartoo. J'en gagnais pas beaucoup, mais j'en perdais moins que lui. Mais il y a quand même une histoire de croissance dans le déficit financé par... Alors, on n'appelait pas ça des levées de fonds, d'ailleurs, à ce moment-là. C'était des investisseurs. Oui, des investisseurs. Les tailles de capital levées il y a 10 ans, c'était 10 fois moins importantes que les tailles de capitaux qui sont levées actuellement. Ça, c'est clair. Il y a un gros changement, on va dire, ces 5, 6, 7 dernières années, avec l'afflux d'injections d'argent un peu partout et des rendements qui baissaient, et tout est arrivé dans le capital risque. Et le capital développement, qui était une branche de l'investissement qui était très peu présent en Europe, et qui là s'accélère depuis 3-4 ans. Est-ce que tu en profites, toi, de cette accélération ? C'est-à-dire, est-ce que Spartoo est en train d'accélérer justement parce que longue expérience et tu peux aujourd'hui amener des résultats solides à des investisseurs potentiels ? Nous, on a fait le pari. On a eu 2 grandes phases. On a eu une phase de grosse accélération
peu profitable. Et après une phase depuis 5-6 ans, on n'a fait qu'augmenter nos profits pour ramener du cash, pour pouvoir aller sur des projets comme André, pour pouvoir continuer à nous développer sereinement. Et c'est vrai que je préfère cette partie-là du développement, un développement beaucoup plus robuste, qui génère de la trésorerie, qui permet après de faire des acquisitions, qui permet de nous accélérer sur certains pans d'activité où on n'aurait pas pu peut-être y aller. Tu donnes ton chiffre d'affaires ou tu donnes pas ton chiffre d'affaires ? 190 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on a été bien profitable l'année dernière grâce aux 4 derniers mois de l'année dernière, c'est-à-dire 2020. 2020. On a eu une année en 2 temps. On va en reparler. Tu as eu une année dans... Donc, 2018, c'est ça ? 2018, tu rachètes André, donc la marque quand même iconique de la chaussure, à Vivart. En pleine décomposition, d'ailleurs c'est pas tout à fait fini la décomposition du groupe Vivart ou Vivarté. Finalement, donc tout ça s'est terminé à la barre du tribunal de commerce il y a combien de temps le 5 août. Le 5 août, donc il y a 6-7 mois. Donc c'est le Covid qui a tué André ou c'est Spartoo qui a tué André ? Alors, la marque André avait déjà des difficultés. Historiquement, quand on est rentré dans cette affaire, André perdait plus de 15 millions d'euros par an. Et on est arrivé là avec un projet que je crois 15 millions d'euros de pertes sur quel chiffre d'affaires ? Par an, sur une centaine de millions. Ouais. Voilà. L'idée, c'était, et je crois toujours à cette stratégie-là, la combinaison d'activités fortes online et de marques qui se développent dans le physique aussi. Et quand on a pris André, on a fait un chantier terrible pendant 12 mois. De juillet 2018 à juillet 2019, on a travaillé énormément avec les équipes d'André et les équipes de Spartoo pour repositionner la marque sur son cœur de clientèle qui était la famille accessible. Donc on a réduit les prix, on a enlevé toutes les centrales d'achat, on a fait ce qu'on appelle les carve-out, c'est-à-dire on a isolé la finance, isolé la paye qu'on a repris en interne, on a rénové des magasins, on a ramené le sport, on a ramené l'enfant, on a ramené le web. C'est-à-dire, tu as écarté les centrales d'achat, c'est devenu Spartoo en fait, la centrale d'achat. Eh ben, au lieu, dans les grands groupes industriels comme ça, il y a des sociétés intermédiaires qui font de la marge pour rien. Donc là, on est retourné dans les usines, on s'est rapproché des usines, on est redescendu dans le terrain. En direct pour gagner en marge, et on a pu baisser les prix de revient de 15 à 20%. J'ai remis les prix d'achat au niveau de 2010. Voilà. Simplement, quand vous baissez les prix de vente de 15% pour retourner sur la clientèle accessible à CSP moyenne, le chiffre d'affaires il baisse. Ouais. Et en septembre-octobre, il y a eu aussi l'arrivée des Gilets jaunes le samedi qui nous a fait quand même beaucoup de mal. Et André a un très très beau réseau sur Paris. Et donc du coup, on a souffert. Les trafics étaient baissiers, les prix de vente que j'avais fait baisser, je perdais en chiffre d'affaires. Même si on a fait énormément pour améliorer la productivité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires par heure travaillée, on n'a pas réussi. Et à partir d'août, on a vu les fruits du travail payés. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, des croissances organiques positives. Donc là, on est février 2020, c'est ça, février 2020, juste avant le confinement. Exactement. Avant le confinement. Exactement. Et en fait, nous, on a des activités en Chine et des activités partout en Europe. Et en Chine, on avait vu, même sur Internet, dès début janvier, ça coupait. Donc on s'est dit, oulala, même sur Internet, on sent une tension, et c'est cette pression psychologique au niveau du commerce qui fait qu'on consomme moins. Mais bien sûr. Janvier, on a commencé à avoir des tensions sur l'Italie, qui commençaient à, zone par zone, à fermer. Et début mars, on a senti une petite tension. On a commencé à discuter avec des administrateurs judiciaires, avec des conseils, pour savoir ce qu'on allait mettre en place. Et le 15 mars... Le confinement. Et là, je suis allé chercher des emprunts, PGE, tout ça, machin et tout. Ça n'a pas fonctionné pour André. Pour Spartoo, j'ai pu avoir les PGE. T'as pas eu de PGE pour André ? Non. Parce que le truc était déjà structurellement déficitaire ? Sur un plan légal, j'y avais droit. Voilà. Après, j'ai essayé de demander à la BPI par exemple, j'ai pas eu les prêts, et bon voilà. Après, donc du coup, j'ai dû déposer le bilan le 31 mars. Mais quoi, à la limite, qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Tu t'es pas battu plus que ça non plus pour l'avoir, parce que tu savais qu'avec une dette en plus, André allait déjà mal. On s'est battu. On a demandé au tribunal de commerce une semaine de plus, et on remercie les tribunaux parce que c'était compliqué à ce moment-là. Quand il y a eu le confinement, de tenir les tribunaux ouverts, c'était pas facile. Les tribunaux à un moment donné voulaient fermer. Moi, c'était no man's land à ce moment-là. Donc le président nous a laissé une semaine. Mais j'ai eu un refus. Donc à un moment donné, je perdais 400 000 euros par jour. Donc on reste une ETI taille moyenne. Donc 400 000 euros de chiffre d'affaires par jour. 400 000 sur 15 jours, puisqu'il y avait 15 jours de confinement, ça fait pas mal d'argent. Hein. Voilà. Et plus je voyais que j'avais ce qui est très dur, l'État a fait beaucoup sur la partie compte de résultats, avec le chômage partiel, etc. Mais vous aviez tous les fournisseurs à payer. Bien sûr. Donc tous les stocks. Et moi. Plus un certain nombre de loyers, j'imagine. Et plus les loyers. Plus les loyers
où là, les bailleurs, à ce moment-là, ne jouaient pas le jeu. Mais et puis les bailleurs, enfin bon, bref, c'est un autre débat. Voilà, mais eux aussi, ils sont dans des situations parfois difficiles. Hein. Pas facile, mais ils ont servi beaucoup de dividendes. Donc ils auraient peut-être gardé un petit peu plus d'argent. Un petit peu. Bref. Un petit peu. Mais en tout cas, ils n'ont pas fait plus d'efforts ou moins d'efforts que les autres. Mais en tout cas, voilà. On n'a pas réussi à se mettre d'accord avec eux. Et on a eu une procédure. Du coup, on a déposé le bilan 31 mars. Et puis, on a eu une procédure avril, mai, juin qui n'était pas facile. Je remercie les administrateurs judiciaires, les tribunaux aussi, parce que c'est pas facile de pouvoir... Mais juin, t'as pas eu cette espèce de rebond là? T'as eu cette espèce de rebond que tout le monde a eu? Il y a eu un rebond, juin, mais croyez-moi, quand vous êtes en redressement judiciaire, la confiance des partenaires autour, c'est difficile. La confiance des salariés, c'est pas facile. Ouais, alors c'est ça, c'est très important. Non, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'en fait, tes fournisseurs, ils te livrent au compte-gouttes et il faut que tu payes au cul du camion. Exactement. Donc ça, c'est vraiment... Dès qu'un de tes vendeurs a une opportunité, il file. C'est vraiment difficile. Et il faut comprendre un truc, ce qui est à la sortie du confinement, il y a des secteurs qui sont très fortement développés, il y en a d'autres moins. L'univers du jouet, l'univers de la déco d'intérieur, l'univers de tout ce qui est bricolage a très très bien fonctionné pendant le confinement. Néanmoins, l'univers de la chaussure, n'ayant pas d'usure, n'ayant pas tout cela, c'est pas le secteur qui est reparti le vent en poupe arrivant en juin. Est-ce que, alors, tu dis la stratégie elle est toujours bonne. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, Boris, c'est que si un gars était capable de digitaliser le commerce, c'est toi quand même. Et si tu n'y arrives pas, tu te dis, pour alors ce segment-là bien particulier, habillement, chaussures, etc., ça va peut-être être compliqué. Alors, on a eu quand même depuis 2-3 ans quelques vents dans le dos, quelques vents en frontal dans le commerce globalement. Parce qu'entre les gilets jaunes, les retraites, le Covid, c'est vrai. Je pense qu'il faut voir ça avec un peu plus de recul. C'est une parenthèse de vie qui est pas facile à vivre pour tout le monde, ce climat social et puis après ce climat maintenant anxiogène lié au Covid, c'est pas facile. Mais je pense que sur le très long terme, il n'y a aucune raison que ce modèle économique ne fonctionne pas et mieux que les autres s'ils sont traités séparément. Donc, non, je crois beaucoup à ça. Après, je pense que là, on n'a pas eu la bonne fenêtre, à mon sens. Mais on y croit toujours et on ira. Non, mais c'est vrai que j'avais pas pris la mesure. Tiens, c'est la patronne de Pomme d'Api, je sais pas si tu connais cette marque. Assez formidable. Tiens, il faudra qu'on la réinvite d'ailleurs, savoir où est-ce qu'elle en est. Qui disait qu'elle avait l'impression d'être face à un rocher avec les vagues qu'elle prenait dans la tête, les unes derrière les autres, comme tu dis, les grèves, les gilets jaunes. Et à chaque fois, c'est un peu de ton bilan qui s'affaiblit. Et c'était les samedis. Et il faut comprendre que dans le commerce, sur 5 jours, vous faites de l'argent le mercredi et le samedi. Et un peu plus le samedi que le mercredi. Donc tous les jours de la semaine, vous ouvrez finalement pour faire le business du samedi. Donc quand le samedi, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des mouvements sociaux, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et que vous avez une pression sur le loyer qui reste. Et vous avez quand même des gens à payer aussi. Donc vous avez toute la structure de Flexix à payer. Voilà. Et alors, tu continues à penser que, c'est-à-dire, Spartoo, un jour, va retourner essayer de monter un réseau de boutiques ou racheter un réseau de boutiques ou travailler avec des indépendants ou travailler avec des indépendants. Et c'est ce qu'on fait. Donc on a racheté des marques récemment dans le haut de gamme, dans l'enfant, à la barre du tribunal, qui sont reparties en croissance en 2020. Donc comme quoi même des entreprises qui sont parties au dépôt de bilan peuvent redémarrer. Et ça c'est très très bien. Petite alors celle-là. Ouais, c'est des marques 4, 5, 6 millions d'euros. GBB, Little Marie et Easy Peasy. Ce sont 3 marques enfants haut de gamme. Et là on va aider les indépendants. On va leur vendre ces produits. On leur fait des modèles économiques quasiment en déploiement. Alors, c'est des marques qui elles-mêmes existaient sur le marché. Mais franchissent des indépendants alors. Et qui sont déjà présents dans des indépendants et qu'on développe. D'accord. Donc on va faire du porte-à-porte. On a des commerciaux qui se baladent en France pour leur vendre des nouveaux produits. Et là, on a depuis 5 ans développé énormément la marketplace pour les magasins. Sur 700 partenaires, on a 250 magasins. Donc des petits indépendants qui font du chiffre d'affaires 50 000, 100 000 en moyenne. 700 partenaires, donc tu as la marketplace, à côté de Spartoo, la marketplace, exactement. 700 partenaires, 250 magasins. 250 magasins en France. Ah oui, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est des gars qui ont 2-3 magasins maxi. Et qui ont des magasins et qui vendent des produits chez nous et on fait 100 à 150 000 euros de chiffre d'affaires par an. Il y en a qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Or qu'un magasin moyen fait 300 000 euros. D'accord. Donc on fait ça et là on vient de lancer ce mois-ci notre logiciel de caisse pour numériser complètement leur activité. Donc c'est un logiciel de caisse qui permet qui permet de faire le stock, gestion des stocks en magasin, bien entendu, mais qui permet de vendre sur toutes les marketplaces, la nôtre, mais Amazon, mais La Redoute, mais toutes les marketplaces, qui permet de les transformer en point relais et qui permet d'utiliser notre centrale d'achat. Et on est en plein dans la numérisation des indépendants. Aujourd'hui, le monde des indépendants est quand même un monde à moderniser sur le plan du digital. Et on veut les aider. Et donc là, on lance en février, début mars,
notre logiciel de caisse, et on capitalise sur tout ce qu'on a fait avec André, sur tout ce qu'on a pu faire avant avec nos magasins, puisqu'on a quand même nos magasins. Mais ton logiciel de caisse, c'est toi qui l'as mis au point ? Nous, on développe tout nous-mêmes. Tu développes tout toi-même ? Tout nous-mêmes depuis 15 ans. Donc les logiciels de caisse, les WMS, le web, le CRM, les technologies de caching. Il y a Miracle qui va venir là. T'as pas envie de leur dire je vais lui poser la question parce que figure-toi que t'es pas le premier à me le dire. Il y a un autre entrepreneur assez dingue comme toi, le fondateur de Vroomly, je sais pas si tu connais, qui digitalise les garages. C'est intéressant ça. Mais pourquoi j'irais chercher un spécialiste de la marketplace ? Je l'ai écrit moi-même. Non, on n'en a pas besoin et tout. Donc voilà, elle va venir nous dire pourquoi on a besoin d'un expert. Oui, d'accord. Et donc ça, en fait, c'est la bonne formule parce que tu te charges pas de coûts de structure qui derrière peuvent se retourner contre toi. Je veux allier les deux forces. L'indépendance, c'est les meilleurs pour opérer le commerce. Ils ont le sens des euros, ils ont le sens de l'engagement, ils ont le sens de leur... Du client, quand même, peut-être un jour, un peu, il faut du client, tout à fait. Et nous, on leur apporte toute la paix technologique et digitale qu'ils n'ont peut-être un peu moins que nous. Et en alliant nos deux forces, leur savoir-faire du commerce, le client, la sensibilité aux euros, la sensibilité du produit, et nous, on va leur apporter la fluidification pour pouvoir les aider à vendre sur Internet, à leur ramener du client avec les points relais. Et on pense que ça, c'est très très bien pour accélérer. Et il y a un lien entre Spartoo et l'ensemble de ce réseau. C'est-à-dire il y a un lien commercial. Si moi, je tape bêtement Spartoo, parce que la marque, quand même, elle a une certaine notoriété, ça retombe un peu sur ces indépendants. Alors, oui, parce que quand un client vient sur Spartoo et cherche des produits qu'un détaillant vend, il va retrouver le produit sur le site. Et si vous regardez sur Spartoo, il y a un onglet qui s'appelle La mode autrement, et vous pouvez sélectionner la carte de la France et aller sur votre indépendant dans votre ville et voir s'il vend des produits et lui acheter. Il y a eu une rupture ou pas pour toi durant parce que la grande question, c'est donc, c'est quoi, hausse, allez, on va dire 25-30% sans doute du commerce digital. Sans lendemain, ça va retomber ou au contraire, il y a un virage qui a été pris ? Je pense qu'il y a forcément un énorme effet d'aubaine, au sens où les magasins étant fermés, ayant cette anxiété d'aller dans les boutiques, de retourner dans les boutiques, qui fait qu'il y a énormément d'acquisition de nouveaux clients. Ce qu'il faut quand même savoir sur l'Internet, parce que tout l'Internet n'a pas bien marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu énormément d'annulations de commandes de la part des fournisseurs ou de décalage de livraison. Donc tout l'Internet n'a pas bien fonctionné. Il y a pu avoir un effet déceptif parfois. Oui, parce que tout à fait. Un effet déceptif parce que on produit partout dans le monde, certains grands imports, certains circuits courts, mais beaucoup de pays ont été confinés. Donc quand vous avez des produits comme la chaussure où ça part de la vache et on arrive à une chaussure, il y a énormément d'étapes au milieu. Donc avec les confinements de tous ces pays-là, ça a créé énormément de retard et de nombreuses annulations. 25% d'annulations sur nos commandes, sur nos carnets de commandes d'hiver. Donc ça, pour faire de la croissance à 10, 15, 20%, c'est très 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 compliqué. Donc non, on pense qu'il y a un vrai effet d'aubaine. Après, globalement, je pense que l'être humain aime partager des moments, aime se voir, échanger, avoir ces moments-là de relations humaines, parce que les sens travaillent. On a besoin de faire travailler nos sens. Donc je pense que si on tire le trait à l'infini, je pense que les gens reprendront du plaisir à reconsommer, reprendront du plaisir à... Mais en magasin, tu veux dire ? En magasin. Mais oui, ça, j'ai pas de doute. Mais en magasin, y compris pour des chaussures, y compris pour de l'habillement, y compris pour... Après, je pense néanmoins dans le même temps qu'il est très important que les magasins et surtout les indépendants se digitalisent et viennent aussi apporter ce niveau de service pour les consommateurs qui sont de plus en plus exigeants en termes de prix, en termes d'offres, etc. Et là, ils ont enfin, on l'a raconté 10 fois sur Bismart, mais l'idée de même pas avoir les adresses mail de ces bons clients pour leur envoyer des petits mots pendant que les magasins sont fermés, ça c'est des trucs qui... Enfin voilà, c'est des leçons qui ont été apprises, je pense, par exemple. Je pense que là, ils ont pris conscience de l'importance que ça peut avoir de mieux appréhender sa donnée client, de plus les suivre et de créer une vraie relation. Bien sûr. Et pas uniquement un point de stockage. Et en fait, le digital, c'est de la richesse en plus dans la relation. Exactement. Ce qu'on n'avait pas forcément en tête. Non. On pensait que c'était la fin de la relation, en fait. Le digital, c'est tout le contraire. Les gros, comme Google, Facebook, ont très bien compris que la data autour du client est une mine d'or. Mais ils ne me parlent pas beaucoup, Google, tu vois. Alors que celui chez qui je vais acheter des chaussures si j'ai 4 gamins, c'est pas mal s'il me parle. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Bon... Eh ben, merci Boris pour tout ça. Merci Stéphane de nous inviter. Boris Saragalia, patron de Spartoo et donc fédérant un certain nombre d'indépendants.